Benoît Grémard, soyez bienvenue également. Monsieur, vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie de la défense. Peut-être en préambule, analyser les mots du général, le chef d'état-major des armées aujourd'hui en France. Quand un chef d'état-major des armées, et ça n'est pas la première fois, son prédécesseur avait dit la même chose, prévient qu'un choc est inévitable d'ici 3 ou 4 ans avec la Russie, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Mon général, qu'est-ce que vous dites? D'abord, je me dis que le général, le chef d'état-major des armées, a des renseignements particuliers qui lui prouvent que la Russie a non seulement l'intention d'envoyer des drones comme elle a déjà fait, mais peut-être laisser parler de frapper aussi plus Benoît fort. Grémard, qui est un chercheur d'études de stratégie et de la défense. Cet état des lieux aujourd'hui de nos militaires et de nos armées et de nos moyens, qu'est-ce qu'il y a pas de service militaire obligatoire en France, par par exemple. En fait, à d'autres pays qui les remettent en place, la France n'a plus de service militaire obligatoire, même si c'est un des chantiers de remettre un service militaire volontaire. Mais si on prend arithmétiquement parlant, l'armée de terre, en termes de soldats, c'est 200 000 hommes. En face, l'armée russe, c'est 1,2 million, dont, si on reprend les chiffres de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, vous avez 600 000 soldats russes qui sont déployés en Ukraine contre 800 000 soldats ukrainiens. Donc effectivement, en termes de choc frontal, arithmétiquement parlant, effectivement, on n'y est pas encore. Mais vous aviez raison quand vous disiez justement que un chef d'état-major ne parle pas pour rien. La Russie teste la France en permanence. Vous aviez en fait il y a 2 jours le destroyer Kurakov qui patrouillait dans la Manche. 10 jours avant, c'était le sous-marin Novorossiysk. Et le 28 septembre, si vous vous souvenez, c'était la flotte fantôme russe. Qui venait là notamment pour tester nos capacités de défense et flotte que la Marine nationale a interceptée. Et on va vous montrer une autre image. Aujourd'hui, il y a un test, ça s'est passé justement aujourd'hui, ce matin exactement, en Russie. Il y a un missile russe qui est très connu et qui est particulièrement performant. C'est le KH-101. C'est un missile avec une longue portée. Ils sont en train de le transformer. Il y a eu des premiers essais. Là, ce qu'on vous montre, c'est le KH-101. Ce KH-101, il est en train d'être transformé en KHBD. Et la spécificité du KHBD, c'est qu'il a une portée de 6500 km. Autant vous dire qu'en réalité, la France est à portée de main. Donc, quand on a des Russes qui, effectivement, brandissent ce genre de choses, la conséquence, c'est que notre chef d'état-major, il parle, ou la conséquence, c'est que nos armées, en réalité, anticipent et se préparent, mon colonel? Oui, alors le chef d'état-major des armées, ça ne vous a pas échappé, est un aviateur, un pilote de chasse. Donc pour lui, être prêt, c'est être prêt dans la minute. Dès lors qu'il y a une violation de l'espace aérien français ou belge, eh bien, il y a des avions qui partent et qui interceptent l'aéronef ou le missile. Il y a un instant, avec le fameux parapluie français nucléaire, c'est probablement ce qui fait aussi notre spécificité et notre force, le fait qu'on soit souverain militairement grâce à notre force instaurée par le général de Gaulle, notre force nucléaire. Si on parle d'argent et si on fait un comparatif avec le reste de l'OTAN, c'est sidérant. Aujourd'hui, on nous dit, parce qu'on évoque le budget, donc ça tombe bien, il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est une première chose, mais le budget de la défense inébranlable, sanctuarisé. On augmente de 13% ce budget. Ça l'emmène à 57 milliards, me semble-t-il, le budget de la France. On a à côté la Pologne qui est en train de se préparer, elle, à devenir la première armée de l'OTAN. 4,5% de son PIB dans l'armée. C'est 45 milliards d'euros pour la Pologne, qui est un pays qui est plus petit que le nôtre. À côté, on a les Allemands, 100 milliards d'euros qui ont été injectés pour refaire l'armée de terre. Où est-ce que la France se situe? Est-ce qu'on a plutôt intérêt à utiliser notre souveraineté nucléaire parce qu'en réalité, on n'a pas le budget pour pouvoir distiller l'argent à droite, à gauche, armée de terre, armée de l'air, matériel, etc. Le problème de la dissuasion nucléaire, c'est qu'on peut pas faire grand-chose avec les armes nucléaires. C'est pas très flexible. C'est-à-dire, et surtout que l'arsenal français est plus flexible que l'arsenal britannique. Déjà, les Britanniques, ils ont que les sous-marins avec des missiles américains. Le missile est américain, la tête nucléaire ou les têtes nucléaires sont britanniques. Mais donc là, on sent qu'ils ne sont pas totalement souverains. La France, elle est là, les sous-marins et les Rafales avec le ASMPN. Sauf que c'est des armes qui sont ce qu'on appelle stratégiques, avec une très grande puissance à l'explosion. Donc, c'est des armes, finalement, que si on en arrive à les utiliser, ça équivaut quasiment à un suicide national.
je pense que le parapluie nucléaire français, j'ai fait une petite conférence la semaine dernière à Sciences Po sur ça pour mes étudiants. Je pense que le parapluie nucléaire français, ce qu'on appelle la dissuasion étendue française, elle est aussi crédible que l'américaine, même plus. Je pense que la France a bien davantage d'intérêt à défendre l'Europe que les États-Unis. Trump a dit il y a un magnifique océan qui nous sépare de l'Europe. Donc, en termes de crédibilité, je pense que la France... Et quand les gens nous disent, mais oui, mais le président français n'acceptera jamais de déléguer la clé, mais le président américain non plus ne fera... C'est exactement la même chose. L'inconvénient je pense, du parapluie nucléaire français, c'est le manque de flexibilité en termes de... L'arsenal français manque de ce qu'on peut appeler, ça choque certaines personnes, des armes nucléaires tactiques ou à moins grande puissance. Qu'on a eu jusqu'en 1995 ou 96. Le Pluton. Moi, j'ai connu cette époque-là où il y avait le Pluton. Le problème du Pluton, il ne frappait qu'à 120 km du char lanceur. Et ensuite, on a eu le Hadès qui frappait à 350 km. Même 500 km, le Hadès. Ou 500 sur certaines versions. Mais le souci, c'est que quand, en 90, le pacte de Varsovie s'est éclaté et que l'URSS est éclaté, on s'est dit, mais à quoi ça sert ces outils terrestres, puisque peut-être que notre ennemi sera en Asie ou il n'y a plus d'ennemis. Donc, il n'y a plus d'ennemis à nos frontières. Vous parlez du tactique, mais le stock aussi est important. C'est-à-dire que actuellement, l'arsenal nucléaire français, il est en stricte suffisance à 300 têtes nucléaires pour la France. Si on étend donc un parapluie nucléaire, il faut à ce moment-là étendre la couverture du parapluie et donc le nombre de missiles. Ce qui veut dire reproduire aussi les matières fissiles. Toutes les installations en France ont été démantelées sous l'autel. J'allais vous poser cette question. J'allais vous poser cette question on a cette question de souveraineté, mais la souveraineté, elle passe aussi par la production. Et vous le dites, il n'y a plus d'usines, elles sont démantelées. Oui. Donc c'est le problème qui a été déjà en fait soulevé, si vous venez, en mars-avril dernier, avec le plan Réarme Europe, avec les 800 milliards soi-disant posés sur la table. C'était effectivement, tout le monde était d'accord, il faut construire des nouvelles usines d'armement, etc. Il faut relancer la production. C'est très bien. 8 mois plus tard, est-ce qu'il est l'heure déjà de tirer un bilan? Mais est-ce qu'on a vu des nouvelles usines? Est-ce qu'on a vu des nouvelles commandes? Est-ce qu'on a vu de nouveaux stocks en fait qui étaient en train de se remplir? Pas forcément. Donc l'Europe, mais la France aussi, à mon sens, a toujours un cran de retard, mais engagé depuis 2022, avec l'attaque du Donbass par la Russie. Vous dites la France a toujours un train de retard. Ce train de retard, est-ce qu'il est... Elle est terrible cette question, elle veut tout et rien dire en même temps, mais je vais quand même la poser. Est-ce qu'il est volontaire? Encore une fois, il y a la question des moyens. Est-ce qu'il y a une volonté? C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a une volonté mais pas de moyens? Lorsque vous lisez cet été la revue nationale stratégique réactualisée en 2025, elle est très claire, elle va dans le bon sens. Elle prend justement la part des choses, du danger, etc. Donc, si vous voulez, la France, face à la menace russe, elle y pense tous les jours. Les idées sont bonnes, mais est-ce que effectivement c'est suivi dans les faits, dans les actes et concrètement? C'est la question qu'on pourrait poser aux politiques. Allez-y, Ronald. Vous savez, on dit que 1 gramme de volonté vaut au moins 1 kilo de muscle. Le problème, c'est que la volonté, elle est rarement au rendez-vous. Donc, ce que les stratèges proposent, c'est de se muscler, donc au moins s'équiper avec des armes. Et si jamais nos chefs d'État ont la volonté de les utiliser, on les aura. Le problème, c'est que vous parliez tout à l'heure des usines, ça prend aussi le personnel qualifié pour... Et comme on a désarmé au plan de la industrielle, la France ne produit même plus ses propres fusils d'assaut. Manufacture d'armes de Saint-Étienne, c'est fini. Ils ont acheté allemand. Donc, on a un vrai problème. Et ça prend du temps, je pense, avant de pouvoir recommencer à produire ce dont on a besoin, donc les fameux muscles, on n'est pas encore... Pardon, mais si nous, observateurs, autour d'un plateau de télévision, on arrive à pointer ces failles des yeux, on imagine bien aussi que de l'autre côté, les Russes ont bien perçu qu'il y avait des failles. D'où cette guerre aussi hybride qu'on est en train de vivre. Parce que pour l'instant, jusqu'à présent, messieurs, durant notre entretien, on parlait d'une guerre d'ampleur qui pourrait se produire, comme dit le chef d'état-major des armées, on le rappelle, d'ici 3 ou 4 ans. Néanmoins, est-ce que depuis le début, depuis 2022, en réalité avec une augmentation cette dernière année, il n'y a pas déjà une guerre hybride qui est sur notre territoire, faite de drones, faite d'ingérence? Mais elle a toujours existé à bas niveau depuis même 2014, depuis la Crimée. On a toujours eu une propagande. On l'a vu au moment des Gilets jaunes avec RT Roussia. Là. Moi, ce que je pense, en fait, la difficulté qu'on va avoir, mais c'est historiquement toujours la même pour des démocraties, c'est à la fois de mobiliser l'opinion
contre un ennemi, parce que c'est ça. C'est pas simplement être tué. La guerre, c'est tuer. Donc il faut avoir la volonté de tuer l'autre en se disant je défends mon pays en tuant l'autre. Et puis vous avez les manifestations à la fin des années 80, moi j'étais en Allemagne, où il y avait des gens qui manifestaient plutôt rouges que morts. Donc, et puis ensuite ça s'est calmé. Mais si vous voulez, les Russes jouent là-dessus par la guerre hybride, parce qu'ils savent très bien que le français ou l'espagnol ou l'italien, qui ne sont pas aux frontières, ils n'ont pas forcément la volonté d'aller prendre les armes pour tuer des Russes. L'Ukraine, la Russie, c'est loin de chez moi. Il y a d'autres choses à faire beaucoup plus proches. Et puis, je lisais un article écrit par deux Allemands qui disaient, en fait, la principale faiblesse, c'est pas, peu importe la quantité d'argent qu'on va injecter dans la défense, si les Européens ne sont pas prêts à défendre leur pays, s'ils n'aiment pas suffisamment leur pays pour le défendre, avec tout ce que ça implique, les LGBT, moi, c'est ce que je disais à mes étudiants à Sciences Po, je suis prêt à me battre, même si j'ai 61 ans, pour défendre tous ces gens-là qui m'énervent. Je ne vous cache pas. Mais quand même, je préfère qu'ils aient le droit de se manifester librement, alors qu'en Russie, ils ne peuvent pas. Et donc, si on n'est pas capable de réaliser cette absolue nécessité d'aimer suffisamment notre liberté, et puis de savoir apprécier la chance que nous avons de vivre dans un pays comme la France. Je suis de Montréal. Je ne retournerai jamais là-bas, pas parce que j'aime vivre en France. Et les gens ne semblent pas prendre la mesure du danger qui pèse sur nous, alors qu'à nos portes, on a un dictateur comme Poutine qui fait taire les gens. Il y a des jeunes qui chantaient dans la rue, des jeunes femmes, elles se prennent des années de prison. Si les jeunes de France, d'Allemagne, d'Italie ou je ne sais d'où, ne sont pas prêts justement à défendre ça, écoutez, on mérite peut-être de se faire... C'est aussi un peu rude pour cette jeunesse qui nous regarde aujourd'hui et qui se prend en pleine face à un chef d'état-major des armées qui dit que dans 3 ou 4 ans, il va falloir partir à la guerre. Oui, il a dit une chose très intéressante, le général Mandon. Il a parlé de l'Europe en général, d'ailleurs. Il ne parlait pas de la France en particulier. Il a dit si les Européens qui ont, bout à bout, beaucoup plus d'armes que les Russes, qui ont des populations beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus d'argent que les Russes, une industrie beaucoup plus performante, s'ils n'ont pas envie, il a dit comme ça, s'ils n'ont pas envie de se défendre, c'est même pas la peine. Benoît Grémard, une question peut-être sur les avancées aussi technologiques. Aujourd'hui, on a des pépites en France, on a des licornes, on sait travailler excellemment bien, notamment sur toutes ces technologies. Comment est-ce qu'on arrive à contrer aujourd'hui toutes ces guerres hybrides? Où est-ce qu'on en est, nous, sur la conception de drones? On a vu, par exemple, que l'Ukraine a fait un bond phénoménal en un laps de temps très court. Comment est-ce que nous, on se situe? On se situe notamment vis-à-vis des autres et de l'Ukraine. On prend aussi l'apport ukrainien en termes de retour d'expérience par rapport justement au conflit pour modeler. On travaille aussi avec eux, avec notamment l'implantation d'usines, de conception d'ingénieurs français qui sont sur site pour concevoir des chaînes de production. Outre aussi le fait que la main-d'œuvre là-bas sur site est un peu moins chère, donc justement pour dire en cadence accélérée. Donc on a effectivement des pépites, c'est-à-dire que notre armée, mise sur l'étagère, vous avez tout le spectre. C'est aussi pour ça qu'elle coûte cher, c'est aussi pour ça que par rapport, on en parlait précédemment, aux Polonais, les Polonais axent tout sur, je dirais, la forme conventionnelle d'une guerre. Ils n'ont pas la dimension nucléaire qui prend aussi une certaine part du budget. Ce qui veut dire que l'armée française, oui, elle sait mener en fait tout type de guerre. Finalement, elle n'a jamais été elle a été sans cesse au combat. Si on prend l'Afghanistan, si on prend la Libye, si on prend le Sahel, etc. L'armée française a l'expertise, mais c'est effectivement, j'en reviens à la question de la masse par rapport aux soldats et aux équipements. Les soldats, vous allez me dire, dans des périodes troublées, il peut y avoir des modèles confiscatoires au niveau des industries, il peut y avoir une mobilisation générale au niveau de la population. Mais si vous n'avez pas produit suffisamment de quoi tenir au moins un certain temps, le temps d'activer une véritable économie de guerre, qui n'existe toujours pas en France, le conflit est perdu. Mais et je vous rejoins aussi la question de la volonté. Alors je vais vous montrer ce qu'a dit cet été Catherine Vautrin, qui est maintenant notre ministre des Armées, qui à l'époque, cet été au mois d'août, lorsqu'elle a fait ses déclarations, était ministre de la Santé et des Solidarités. On va vous montrer ce qu'elle a dit Catherine Vautrin. Pourquoi? À cause de cette augmentation du budget de la défense. Et elle dit, et ça c'est capital, en parlant de l'hôpital, parce qu'on a la défense d'un côté, mais quand il y a un champ de bataille, il y a des blessés. Je vous le rappelle, il est tout à fait normal que le pays anticipe les crises et les conséquences de ce qu'il se passe. Ça fait partie des responsabilités des administrations centrales. Sur la préparation des hôpitaux, parce qu'il avait fuité, qu'il y avait des plans blancs qui se préparaient en cas de conflit armé. Qu'est-ce qu'on
Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est la responsabilité de nos politiciens. C'est des paroles qui sont sages. C'est être responsable De dire absolument. de Parce dire qu'il faut se que préparer. la chose dont personne ne pense, à laquelle personne ne pense quand il part en guerre, c'est le nombre des morts et des blessés. Donc les morts, bon, c'est trop tard, hein, mais les blessés, il faut déclencher ce qu'on appelle le mass casualty plan, qui est un plan d'ailleurs qui était, moi je l'ai connu au niveau de l'OTAN, avec des lits d'hôpitaux qui apparaissaient, y compris dans des gymnases en Allemagne. Les Allemands étaient très bien organisés au moment de la guerre froide parce qu'ils étaient au premier plan. L'Allemagne de l'Ouest, c'était un peu comme l'Ukraine d'aujourd'hui. Oui. Sauf que la guerre n'a jamais eu lieu. Donc les Allemands, par exemple, avaient un service militaire qui était uniquement axé sur la côté militaire. Ils ne faisaient pas de corvée, ils ne faisaient pas de garde, ils faisaient que s'entraîner à combattre. Et ils vivaient, leur famille vivait à moins de 30 km de l'endroit où ils faisaient leur service. Donc, et puis, moi, en tant que transmetteur, j'avais découvert dans les forêts allemandes des bunkers avec des fils qui étaient enterrés, des câbles enterrés. Donc l'Allemagne s'était très bien préparée à ça, certainement mieux que l'Ukraine qui ne s'attendait pas à être attaquée par la Russie. Mais j'en reviens, on sent bien au niveau de notre nouveau ministre de la Défense que le Covid a fait son chemin dans la tête. Souvenez-vous, les pénuries de masques qui avaient justement été complètement inanticipées. Et aujourd'hui, je dirais qu'on en revient en fait, comment dirais-je, aux fondamentaux. En 5 ans de post-Covid, est-ce qu'on a eu une industrie pharmaceutique qui s'est mise en place? Non, au contraire, on a par exemple vendu l'entreprise française de Sanofi qui faisait le paracétamol. Doliprane. Donc, on a des volontés clairement affichées stratégiques, mais on a peut-être le personnel politique qui ne suit pas dans la bonne direction. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci beaucoup, Benoît Crémard, d'avoir été avec nous, Ronald Dato, et vous, mon cher lieutenant-colonel Vincent Arbaretti, de nous avoir éclairé sur cette situation qui, je ne vous le cache pas, ne nous donne pas beaucoup le moral.